Alors bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on a déjà abordé sur cette chaîne, mais que je vais revenir puisque on m'a posé la question dans les commentaires. Et je me suis dit que c'était assez judicieux d'en reparler, au cas où il y aurait eu de nouveaux abonnés qui seraient greffés sur la chaîne. C'est peut-on faire ou doit-on faire une balance des blancs quand on tourne en format RAW? Alors une fois n'est pas coutume, on va reparler du format RAW de façon générale et de façon un peu plus en fonction des caméras qui disposent justement de ce format. Et parce que on va d'abord expliquer ce que c'est que le format RAW, voilà, avant d'aller de partir et d'expliquer la balance des blancs en RAW. Alors on va parler d'abord du format RAW. Le format RAW, c'était à la base en photo. Voilà, parce que c'était trop compliqué à le gérer en vidéo et que c'était beaucoup plus facile de le gérer en image fixe et on l'a fait en photo grâce à Canon, grâce à Nikon, grâce à Sony, grâce à, voilà, à tous ces constructeurs qui ont proposé dans leurs appareils photo numériques un format JPEG et un format RAW ou alors un format RAW plus JPEG. C'était déjà le début des proxys. Et donc dans ce format RAW, la particularité, c'est que lorsque tu ouvrais ce format RAW sur Photoshop, eh bien avant que cette image, qui n'en est pas une d'ailleurs, s'ouvre sous Photoshop, on passait par un intermédiaire qui s'appelle Camera Raw, un petit logiciel tierce de Photoshop, qui vous permet de développer le format RAW et de créer une image. Voilà. Dire par exemple que le RAW est une image, ou si on vous montre la visualisation d'une image en vous spécifiant que c'est une image RAW, eh bien ce n'est pas possible les amis, c'est un abus de langage, voilà, c'est pas possible parce que le RAW, par définition, ce n'est pas une image. C'est tout sauf une image. Ce sont des 1, des 0, un code binaire, ce sont des informations de capteur, mais ce n'est pas une image. Donc quand on ouvre sur Photoshop, on passe par un logiciel intermédiaire qui s'appelle Camera Raw et qui va développer donc l'image, ce qui va la créer, qui va, je vais dire, qui va la matérialiser, même si en numérique on ne matérialise rien du tout. Mais voilà, on va la faire exister. La création de cette image se fait par des métadatas qui ont été choisis soit à la prise de vue, soit qui ont été totalement modifiés sur cette partie de logiciel. Et ces métadatas sont très différents, on va voir, en fonction des caméras. Ça peut être l'exposition, la sensibilité, la balance des blancs, le gamma, l'espace colorimétrique, etc., etc. Et en fonction de tous ces paramètres, de toutes ces métadatas, on va créer un traitement, un post-traitement de l'image qui va créer elle-même une image. Et une fois qu'on aura déterminé sur Camera Raw tous ces paramètres, soit les valider, soit de les modifier, cette image va s'ouvrir sur Photoshop et là, on va pouvoir la traiter. Maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis l'arrivée de chez Red, de la première caméra qui était donc la Red One, qui est arrivée, qui a pointé son nez, alors je me souviens plus trop, hein, c'était vers 2008, etc., qui, à l'époque, donc je vous parle quand même en 2008-2009, hein, qui à l'époque eh bien, avait la prétention d'offrir une caméra pas chère pour 17 000 $. Si mes souvenirs sont bons, alors évidemment 17 000 $, c'est un peu comme la Blackmagic, hein, c'est-à-dire que vous n'avez que le corps caméra, vous n'avez rien d'autre. Mais en gros, à l'époque c'était très low cost, avait la prétention d'offrir une caméra qui faisait du RAW. Et ça, pour ceux qui connaissaient ce que c'était qu'en photo le RAW, eh bien c'était pour le coup un avantage. Et donc Red a été la première caméra à offrir donc cette image en RAW. Et après, d'autres caméras sont arrivées. Il y a eu l'Ariro. Alors, sachant qu'en plus que l'Ariro date de beaucoup plus tôt, parce que ça date, je crois, si mes souvenirs sont bons, de 2005. Mais c'était tellement, on va dire, théorique, tellement ingérable en termes de place, de débit, de coût, d'ergonomie, tout, que c'était complètement, voilà, à moins de tourner en studio et de faire un plan et d'avoir 1 million d'euros de budget, tu pouvais te l'offrir. Mais là, c'était, on va dire, pas du tout en adéquation. Et donc, après, est arrivé, évidemment, Ariro, qui, évidemment, était les premiers à la base, mais a permis de démocratiser le format RAW, c'est-à-dire de faire de façon plus interne le traitement du RAW. Et aujourd'hui,
pas mal de caméras commencent à sortir en RAW, et notamment des caméras qui sont, on va dire, de terme low cost, parce qu'il y a eu le Biro de chez Blackmagic, il y a le fameux RAW du Canon EOS 5R qui va sortir, etc., etc. Donc le RAW commence un peu à se démocratiser. Et du coup, ça devient un peu un mode de séduction de la part des filmmakers ou même des professionnels, hein, même de tout le monde. En plus de la résolution, de pouvoir attirer donc des personnes dans ce nouveau format qui en fait n'en est pas un nouveau, mais on va dire qu'il en est un nouveau dans le terme de l'image animée. Voilà. Le truc, c'est que le RAW, donc, c'est la possibilité d'enregistrer les informations brutes, car RAW ça veut dire brut, du capteur. Et on a la possibilité donc de traiter l'image, non pas à la caméra, mais en post-prod. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme si à la post-prod, vous aviez une partie de la caméra qui traite l'image et vous pouvez la retraiter. Et ce qu'on appelle retraiter, c'est jouer sur la sensibilité, le gamma, l'espace colorimétrique et, on va en parler, de la balance des blancs. Du coup, ça a une sacrée séduction de la part de tout le monde parce qu'on se dit, en RAW, comme je saisis les informations de capteur, eh bien, je peux me tromper ou je peux volontairement ne faire aucun réglage puisque les réglages seront faits en post-prod. Ça, c'est, on va dire, la pensée théorique. Voilà. Et donc, on se dit qu'on ne pourra jamais rater aucune image puisque, en fait, on va la développer, on va la traiter en RAW. Sauf que, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un capteur, même si on est sur du RAW, a quand même des spécifications natives. Un capteur natif. Des spécifications précises natives. Ces spécifications, c'est quoi? C'est la sensibilité. Et c'est aussi la balance des blancs. Oui, parce qu'un capteur est calibré à une certaine température. Certes, on peut la modifier, puisque que ce soit en traitement RAW ou en traitement classique, on peut modifier la température de couleur, tout comme on peut modifier la sensibilité. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on modifie quelque chose qui est natif, qui n'est pas forcément flexible. Un capteur a une sensibilité native et a une température de couleur native qui est de l'ordre de la lumière du jour, entre 5000 et 5500 Kelvin, tout dépend des capteurs. Par exemple, la Red One était annoncée à 5000 Kelvin de température de couleur native. Ça voulait dire que nativement, ce capteur délivrait une température de 5000 Kelvin et que si on modifiait la température de couleur, si on prenait par exemple du 3002, eh bien, il fallait modifier, enfin il faut modifier comme n'importe quel capteur, il faut modifier les amplifications rouge, vert, bleu et de modifier la colorimétrie pour avoir, enfin faire une correction pour avoir donc une température de couleur de 3002. Ça c'est une chose et donc ça veut dire que modifier une température de couleur, de toute manière, c'est jouer et c'est modifier les informations du capteur. Et lorsqu'on modifie les informations, quand on traite les informations du capteur, pardon, et qu'on les traite à une certaine extrémité, eh bien, il peut y avoir des effets secondaires. Alors, avant, il y en avait beaucoup, mais maintenant, on va dire que le capteur est beaucoup plus flexible, qu'il y a un rapport de signal-bruit beaucoup plus intéressant, et dans ce cas-là, il est beaucoup plus flexible. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on, par exemple, on tourne à 3002, eh bien, parce qu'on tourne par exemple avec des lumières domestiques, on est éclairé avec des ampoules 3002, etc. Eh bien, lorsqu'on dit au capteur de se mettre en 3002, on va augmenter donc le canal du bleu. Et le canal du bleu donc va changer la colorimétrique, la thermocolorimétrie du capteur et va pouvoir le passer de façon électronique en 3002. Mais modifier le canal du bleu, j'en parle souvent dans beaucoup de vidéos et j'en ai parlé aussi notamment sur la Blackmagic là dernièrement, c'est que ça a créé quelques problèmes de bruit puisque le canal du bleu c'est le canal qui est le plus bruité en termes de rapport signal-bruit. Donc ça a toujours une incidence, quoi. C'est pas, on va pas dire que c'est gratuit, quoi. La question où je reviens maintenant sur est-ce qu'on fait une balance des blancs en RAW, là la question mérite d'être posée et c'est une question qui est très intéressante. Moi, ce que je fais personnellement en tant que chef op, c'est que la caméra, alors je vais vous parler plus des caméras que je me sers au quotidien, qui est de la RED ou de la RI, c'est-à-dire soit du R3D, soit de la RIRO. Mais j'en conviens que c'est à peu près la même chose avec les autres caméras. C'est que moi, je prends de façon native le capteur en lumière du jour. Voilà. Alors, par exemple, RED, depuis 10 ans et depuis la RED One, je le prends à 5000 Kelvin. Donc, je mets toujours 5000 Kelvin
sur ma caméra. Et donc chez Harry aussi, je suis soit sur 5000, soit sur 5500. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que je vais travailler mes lumières en fonction de cette température qui est en fait la température native du capteur. Et donc, par exemple, si je tourne en extérieur jour, je serai proche de la vérité, puisque généralement je suis dans l'ordre des 5600 Kelvin, et combien même si la température est plus élevée parce que c'est le petit matin, ou la température est beaucoup plus basse parce que c'est le coucher ou le lever de soleil, je reste à la température de couleur du jour, ce qui me permet de préserver donc les dominantes colorimétriques qui sont naturelles dans le moment de la journée. Donc je reste en extérieur jour à 5500 Kelvin. Quand je suis en intérieur, si je suis en intérieur jour, je reste en 5000 ou 5500 Kelvin. Quand je fais par exemple, en fiction je parle, quand je suis en intérieur nuit et que je veux simuler les lumières domestiques, j'aurai comme réflexe de rester aussi en lumière du jour. Pourquoi ? Parce que généralement dans la fiction, quand on fait de la lumière domestique, on essaye toujours de reproduire un effet un peu chaud, un peu chaleureux, etc. Parce que la lumière domestique de nature n'est pas à 3002, mais est plus des côtés des 2800 Kelvin. Je parle des ampoules domestiques, les 60 watts, les lampes de chevet, etc. On est beaucoup plus sur de 2800 Kelvin. Et entre 2008 et 3002, même s'il n'y a que 400 Kelvin d'écart, quand je parle par exemple de 5600 et de 5200, là où il y a aussi 400, eh bien dans l'ordre des 3002, il y a un delta qui est beaucoup plus important en termes de rendu colorimétrique qu'en lumière du jour. En lumière, vous avez certainement remarqué dans les caméras que lorsque vous êtes dans les 3002 et que vous modifiez de 100 ou 200 Kelvin, vous avez une réelle différence. Quand vous êtes de l'ordre des 5600 Kelvin, que vous modifiez pareil ce même delta de 200 Kelvin, vous avez pour le coup peu de différence. Donc plus on monte en Kelvin, plus l'espace de modification de thermocolorimétrie est moins importante. Donc entre 2008 et 3002, c'est très important, il y a véritablement un écart. Et donc 2008, c'est à peu près la température de couleur qu'il y a dans la lumière domestique. Et 2008-3002, ça fait quand même quelque chose de chaud, de relativement chaud. Et c'est pour ça que les caméras Harry, Red, etc. sont beaucoup plus, on va dire, moins réceptifs déjà à la différence de température de couleur. Je me souviens quand je travaillais avec des caméras de type 2 tiers de pouce, des caméras broadcast, si j'étais par exemple à 5006 et que j'étais en 3000 et que je filmais quelque chose en 3002, c'était complètement orange. Quand je suis sur des caméras Harry ou Red, c'est orange, mais beaucoup moins, quoi. C'est beaucoup plus, on va dire, dessade, beaucoup plus moins prononcé. Donc du coup, réellement, quand je suis en domestique, j'ai tendance à rester à 5000 Kelvin, voire même parfois, je diminue à 4000, 4500 Kelvin. Mais je suis jamais, d'ailleurs j'ai peu de souvenirs où je suis réellement à 3200 Kelvin. Ou alors j'ai éclairé tout un studio en lumière artif. Mais ça, je le fais plus depuis bien longtemps, depuis que la LED est aujourd'hui bicolore. Donc c'est quelque chose que je suis rarement en 3002. Donc je reste toujours à 5000, 5500 Kelvin et forcément je fais ma lumière, je crée ma thermocolorimétrie par rapport à ce niveau de référence, ce point zéro qui est pour moi la lumière du jour. Et à partir de là, je crée si c'est chaud, si c'est froid, etc. Et de plus, avec l'arrivée de la LED, c'est très pratique parce qu'on permet de mieux de créer de la lumière qu'à l'époque en 3002. Donc moi, personnellement, je ne fais pas de balance des blancs, je la laisse en lumière du jour. En revanche, si vous êtes très à cheval sur la balance des blancs, c'est une chose qu'on peut faire bien évidemment. Dites-vous que en post-prod, en étalonnage, sauf si c'est vous qui faites vous-même l'étalonnage, mais en règle générale dans un cadre de fiction, etc., où il y a un étalonneur et tout, généralement l'étalonneur ne trifouille jamais les métadatas, en gros. Il laisse toujours les métadatas de façon native en fonction de ce que l'opérateur a choisi. Il agit peu sur les métadatas, sauf quand il a besoin de passer le fichier en format gamma log. Voilà. En R3D, par exemple, pour Red, vous tournez généralement en Red Gamma 4 ou Dragon Color 2.
Et quand vous passez en étalonnage, eh bien l'étalonneur va juste passer de Red Gamma 4 à Reg Log Film, et qui va vous permettre donc de travailler sur un fichier logarithmique, pour avoir plus de dynamique sur l'étalonnage, etc. Quand vous tournez en Ariro, alors l'Ariro c'est encore différent, les métadatas sont encore un peu différentes, puisqu'on n'a pas la possibilité en Ariro de changer le gamma. Voilà, c'est un truc qui est très étrange malgré cette caméra, mais il n'y a pas la possibilité de changer le gamma. Donc quand on ouvre un Ariro, il ouvre directement en log. Et il est ouvert avec les métadonnées que vous avez choisies. Donc l'étalonneur va ne pas forcément aller modifier les métadonnées, va pas forcément modifier par exemple la balance des blancs en étalonnage. Il va s'appuyer sur un log. Et un log, quand on regarde un format logarithmique sur une parade RVB, donc avec les 3 oscilloscopes rouge, vert, bleu, on sait que le logarithmique, le gamma logarithmique écrase. Eh bien, vous avez donc 3 signaux qui sont écrasés à peu près au milieu du signal, entre 0 et 700 mV, ou entre 0 et 100 mV, et 100%. Ils sont au milieu, et c'est beaucoup plus facile de les réajuster de quelques points pour modifier la température de couleur, plutôt qu'aller dans les métadonnées et de modifier la balance des blancs. Donc, les étalonneurs vont peu dans les métadonnées modifier la balance des blancs, les trucs comme ça, etc. etc. Comme ils jouent sur le log et que le gamma logarithmique est très tolérant, voilà, puisque le signal est écrasé, donc beaucoup plus flexible, on va jouer directement sur le log. Donc dites-vous que, en fait, oui, quand on fait une balance des blancs, celle-ci ne va pas être forcément modifiée en métadonnées à l'étalonnage. Maintenant, si vous êtes filmmaker, si vous travaillez, si vous faites vos images, vous les montez et vous les étalonnez vous-même, ça c'est différent, parce que pour le coup, et c'est un truc que moi j'apprécie personnellement et que j'essaye d'avoir la main tout le temps en fiction sur tous les paramètres de la chaîne de production et de post-production d'une image, c'est que la possibilité de faire ces images et de modifier, si on a envie, ces images par rapport aux métadonnées. Et là, pour le coup, vous avez la possibilité vous-même de modifier les métadonnées, etc., etc. Voilà, donc en fait, tout dépend, c'est toujours la même chose, quoi. Tout dépend qu'est-ce qu'on fait, pour qui, comment, quel budget. Voilà. Donc moi, personnellement, voilà, je ne fais pas de balance des blancs, je reste toujours fixé à 5000 ou 5500 Kelvin. C'est quelque chose que j'ai peu l'habitude de modifier, la balance des blancs. Je reste de façon native. C'est exactement comme la sensibilité. En RED ou en ARRI, je reste comme valeur de travail les 800 ISO. Et après, je tourne autour, quoi. Ça veut dire que si j'ai besoin de dynamique, si j'ai besoin de dynamique dans les hautes lumières, je vais peut-être parfois pousser à 800. Quand j'ai besoin de dynamique dans les basses lumières, je vais faire l'inverse. Voilà, c'est vraiment propre au chef opérateur, au choix du chef opérateur. Mais ça encore, c'est quelque chose qu'on choisit et qu'on a besoin pour des raisons précises. Et moi, voilà, je reste toujours sur une référence qui est la lumière du jour et sur les 800 ISO sur la sensibilité. Je ne suis pas genre à modifier mes sensibilités comme ça à l'étalonnage, puisque en fait, je travaille par rapport à des valeurs fixes. Ça aussi, on en parle beaucoup, modifier les ISO, c'est pas un paramètre d'exposition, je le répète, modifier les ISO, ça entraîne une certaine incidence sur la dynamique du capteur. Et généralement, la dynamique du capteur, à moins de travailler vraiment en low light et d'avoir des basses lumières on en demande toujours de la dynamique. C'est très important, la dynamique, c'est ce qui réellement va vous permettre de créer une image très douce, quoi. Donc voilà, donc après, s'il faut conclure à tout ça, parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo longue sur l'euro, s'il faut conclure, quand tu travailles en fiction, ne fais pas de balance des blancs, reste sur les paramètres natifs du capteur. Si tu travailles en reportage et que tu as la possibilité d'avoir la main sur l'étalonnage, déjà faire du RAW en reportage, ça me paraît étrange. Dans ce cas-là, modifie la balance des blancs. La balance des blancs, en revanche, s'il y a du reportage, et en fait on ne sait jamais comment est traité le signal après, on ne sait pas s'il va passer être en log, s'il y a plein. Quand on ne maîtrise pas la chaîne de post-production, effectivement on fait la balance des blancs. Comme ça on reste un peu au plus près de ce que veut l'opérateur. Mais quand on est en fiction, on reste plutôt sur les valeurs natives
du capteur. Ça, c'est important. Voilà les amis, je pense que j'ai fait une vidéo assez longue, de près de l'ordre de 20 minutes pour expliquer la balance des blancs sur le capteur. Peut-être que j'ai pas été parfois très clair. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche et on se retrouve bientôt pour sûrement une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!